Une banque d'insuline gratuite pour soulager les enfants diabétiques, une bouffée d'oxygène pour ces enfants et leurs parents. Le sport célébré hier lors de la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Et puis en République démocratique du Congo, la population de Goma entre inquiétude et espoir. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Fini les tourments des parents d'enfants diabétiques, une banque d'insuline vient d'être ouverte pour ces enfants. Le coût élevé du produit ne leur permettait pas de s'en procurer facilement. Avec cette banque d'insuline, les enfants diabétiques pourront être soulagés gratuitement. On en parle avec Michel Mambou. Le diabète, maladie chronique incurable qui se caractérise par l'excès de sucre dans le sang. En Côte d'Ivoire, environ 1 million de personnes sont touchées et les enfants ne sont pas épargnés. Ces derniers sont bien souvent contraints à un traitement à vie. Je souffre du diabète. Le matin, on me pique. Le soir, on me pique. Et le lendemain matin, encore, on me pique. Quand on me pique, j'attends 15 minutes avant de manger. L'espoir est permis car selon les spécialistes, si l'on ne peut guérir du diabète, il est tout de même possible de vivre avec. Tout réside cependant dans le respect du régime et du traitement. Mais là encore, il y a un hic, le traitement n'est pas à la portée de toutes les bourses. L'insuline, si on veut prendre à la pharmacie, ça nous revient à 12 000 francs par mois. La semaine dernière, même par manque d'insuline, il a failli rentrer dans le coma parce que nous n'avons pas les moyens pour pouvoir payer. Le cri de cœur de cette mère a trouvé oreille attentive. L'Association pour la santé de la femme et de l'enfant diabétique, ASFED, met sur pied une banque d'insuline. Elle devrait permettre à plusieurs enfants malades de 0 à 21 ans de recevoir gratuitement de l'insuline et ce pendant au moins un mois. Il y a des enfants qui sont inscrits et ils ont un carnet et c'est muni de ce carnet avec l'ordonnance médicale que tu peux avoir au moins un flacon par mois. On a vu des cas assez compliqués, on s'est dit que bon, il faut prendre ces derniers en charge. Logée dans l'enceinte de l'Institut national de la santé publique, la banque de l'insuline pour enfants est l'œuvre de bonne volonté. Pour sa pérennisation, l'association sollicite le soutien du gouvernement. Les eaux usées, le cauchemar des habitants du quartier Jesco de Yopougon en cause des canaux d'évacuation d'eau bouchés, des eaux qui obligent les habitants à rester cloîtrés chez eux et fait même fuir les clients des commerçants installés là. Le reportage de Franck Quadio. Son enfant dans les bras, Massa Bakayoko sort de chez elle. Elle vit au quartier Jesco à Yopougon, mais elle n'ira pas bien loin. L'entrée de la cour obstruée par une eau sombre et nauséabonde. Plusieurs années que cela dure, à chaque saison pluvieuse, la chaussée devant la cour est envahie par les eaux usées. On demande pardon au gouvernement, il va nous aider, on souffre. Tu vois les enfants, on ne peut même pas faire quelque chose. Ici, là, on ne peut pas sortir. On est dans la maison, on souffre. Massa n'est pas la seule victime. Son voisin immédiat, un vulcanisateur, pour les mêmes raisons, a du mal à exercer son métier. Situation tout aussi difficile pour les commerçants des alentours. Quand les gens viennent, ils sont assis dans le sac. Qui va payer? Ils regardent et puis ils s'en vont. Le pire, la chaussée pleine d'eau oblige les automobilistes à d'incessantes queues de poissons et autres mauvaises manœuvres. Ce jeune chargeur de véhicules en a déjà fait les frais. Quand moi qui prends la poubelle là, ça m'a dépassé. Moi, c'est derrière là qui m'a accroché en même temps. Où il me rencontre là, il voit que non, il perd quelque chose de 7 dents quoi. De l'eau stagnante, pas sûrement due au hasard. En amont, dans ce quartier, les habitants aussi se plaignent car sans canal d'évacuation adéquat, les domiciles sont inondés. Vous cherchez alors la cause de tous ces désagréments. Certains disent avoir quelques indices. Là, il y a un regard qui prend l'eau, qui quitte dans tout Jesco, vient se déverser là, et il y a un tuyau qui passe sous le goudron. La partie derrière là, où l'eau doit sortir là, c'est un espace vert prévu pour permettre à l'eau de partir. Et il se trouve que des gens sont venus construire. Un regard des nouvelles autorités communales est souhaité. On s'organise d'ailleurs ici comme on peut pour leur soumettre le problème. Les conflits fonciers dans l'ouest du pays sont récurrents. Les années précédentes, les villages entiers ont été détruits et plusieurs personnes ont perdu la vie à la suite d'altercations liées à l'occupation des terres dans cette partie du pays. Pour prévenir ces crises et surtout aider les populations à effectuer des transactions foncières sans heurts, le Conseil norvégien pour les réfugiés forme les agents d'institutions et les autorités administratives.
Le district des montagnes est depuis de nombreuses années confronté au problème du foncier rural. Des conflits intercommunautaires opposent autochtones aux migrants non ivoiriens. Une situation source de tensions. Au centre de celle-ci, la question de l'occupation des terres. Pour éviter l'irréparable, le Conseil norvégien pour les réfugiés initie un atelier sur la prévention et résolution pacifique des conflits fonciers dans cette région. Objectif, mettre en place des outils qui puissent aider les populations à faire des transactions foncières durables. Personne à l'Ouest n'a un titre de propriété jusqu'actuellement. Certains ont tenté d'avoir des certificats fonciers, mais la loi connaît des obstacles pratiques et vraiment conceptuels de sa mise en application. Comment est-ce qu'on peut capitaliser ces initiatives pour qu'on harmonise la question de la gestion foncière en attendant la mise en application de la loi sur le foncier rural, qui est pour nous un outil ultime pour la sécurisation des droits fonciers. Cette rencontre qui dure 2 jours réunit élus locaux, partenaires humanitaires et autorités administratives. Depuis la fin de la crise post-électorale, les conflits se sont envolés à l'ouest. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes pour essayer de résoudre ces conflits. Donc, un tel atelier permettra à tous les praticiens d'être au même niveau pour que sur le terrain, les informations puissent aller vers les populations pour que la cohésion et la paix règnent. Plusieurs thèmes seront développés, notamment la loi sur le foncier rural, le rôle de l'administration dans la prévention et la résolution des conflits, les mécanismes de gestion des conflits fonciers dans le district des montagnes. Et puis le taux de chômage des jeunes en Côte d'Ivoire s'élève à près de 60% en 2012 selon les statistiques. Pour résorber ce taux, le Fonds national de la jeunesse vient de remettre 310 millions de francs CFA à 21 jeunes. Cette somme va permettre la création de plus de 700 emplois. Le reportage de Hamza Diaby. 7 200 000 emplois en Côte d'Ivoire selon le Bureau international du travail. Une proportion importante du chômage pour un pays qui compte 22 millions d'habitants. Pour pallier le problème d'insertion socio-professionnelle des jeunes, mise en place du Fonds national de la jeunesse pour œuvrer sur toute l'étendue du territoire, d'où le financement de projets à Mbengue et Diawala. Le Fonds national de la jeunesse, c'est pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire, les jeunes du Nord, les jeunes du Centre, les jeunes du Sud. Nous sommes venus avec un projet moderne pour que les jeunes de Diawala puissent produire des richesses pour eux-mêmes et pour développer la commune. Venus nombreux s'informer sur les prestations du fonds et les conditions d'éligibilité au financement. La jeunesse de ces localités a bénéficié de centaines de cartes jeunes. Aujourd'hui, ceux qui pourront cultiver du riz le vendront à bon prix et seront riches comme des planteurs de cacao ou de café. Soyez-en convaincus. Il en est de même pour les maraîchers. Nous sommes là aujourd'hui pour demander au Fonds national de la jeunesse de soutenir les projets des jeunes et de nous proposer des projets déjà finis, ficelés par le Fonds national de la jeunesse. Pour ça, nous, nouvelle équipe municipale, nous avons décidé d'offrir aux jeunes 400 cartes jeunes pour que le projet soit viable. Des cartes jeunes qui donnent droit à des prestations et services à coût réduit chez des enseignes partenaires. Des perspectives qui s'ouvrent ainsi aux jeunes de Diawala et Mbengue. Après 6 mois d'activité, le Fonds national de la jeunesse a reçu plus de 300 projets pour plus de 5000 emplois prévisionnels. En sport, cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA. L'ACNOA qui entend œuvrer pour le bien-être du sport en Afrique. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Sébastien Ounien nous en dit plus. Ce renouvellement des instances de l'ACNOA est un nouveau départ de cette institution. Le général Lassana Palanfo, seul candidat, a bénéficié de la confiance des présidents des comités nationaux olympiques d'Afrique. Je pense que l'avenir de l'ACNOA sera plus effectif et nous travaillons surtout maintenant sur Rio parce que nous voudrons avoir plus de 40 médailles à Rio. Et aussi organiser le village africain en totalité. Souhaiter avoir la participation de tous les pays africains. Parce que 16 pays sur 53, ce n'est pas assez pour organiser. Il faut que nos compétiteurs aient le maximum de choses pour s'aguerrir. Et aussi, nous allons essayer de former des centres en Afrique pour éviter la fuite de nos athlètes. Aussi, chercher des moyens qu'on puisse les conserver après les compétitions chez nous. Parce que s'ils sont sûrs d'avoir un revenu minimum pour s'occuper d'eux-mêmes et de leur famille,
ils ne prendront pas la clé des champs. 4 vice-présidents vont accompagner le général Lassana Palanfo dans sa nouvelle mission. L'Algérien Baraf Mustafa, premier vice-président. Joao Manuel Dacosta de Sao Tomé, deuxième vice-président. Philippe Ao de l'île Maurice, troisième vice-président. Enfin, Miss Moaloa, quatrième vice-président. À l'étranger, en République démocratique du Congo, la ville de Goma vit sous la menace des rebelles du M23. Plusieurs couches sociales ont fait part de leur inquiétude, notamment le Conseil des jeunes, la société civile et le gouverneur du Nord Kivu. Les forces de la MONUSCO seront déployées pour combattre et neutraliser les groupes armés opérationnels dans l'est de la RDC. Entre le lac Kivu et le volcan Nyiragongo, Goma, une ville à bout de souffle, s'attend toujours au pire. La prise de la ville par la rébellion du M23 devant des casques bleus passifs est encore dans tous les esprits. L'annonce du déploiement d'une nouvelle brigade onusienne à caractère offensif est favorablement accueillie. Puisque le M23 ne veut pas le dialogue, il faut maintenant le repousser avec les armes. C'est comme ça. Ils auront peur de ça. Oui, parce que c'est international et qu'ils seront forcés de rentrer. Les représentants des 10 ethnies de la province du Nord Kivu, chargés de favoriser le dialogue entre les différentes communautés, mettent eux aussi beaucoup d'espoir dans une ONU plus déterminée. Nous savons que leur mission, c'est de mettre fin à toutes les forces négatives et pourquoi pas les différents groupes armés. Voilà pourquoi la population soutient l'arrivée de la brigade. Massacres, viols, pillages, c'est depuis trop longtemps déjà l'ordinaire de milliers de Congolais pris en otage par des dizaines de groupes armés. Une situation qui exaspère toutes les composantes de la société civile. Il faut mettre fin à cette tuerie-là. C'est vrai qu'il y aura des conséquences en frappant, mais nous pensons que ces conséquences-là, vous savez que nous sommes aujourd'hui à la 23e année de guerre à l'Est. À Goma, chacun s'accroche à la moindre lueur d'espoir. Beaucoup veulent croire que la nouvelle brigade d'intervention de l'ONU permette à l'armée congolaise de tenir ses positions. Des FARDC qui, en novembre dernier, avaient fui devant l'ennemi. À quelques jours de l'anniversaire de Madiba, l'Afrique du Sud célèbre les 50 ans de l'arrestation des principaux membres de l'ANC. Alors que Nelson Mandela est toujours hospitalisé dans un état critique mais stable, selon le gouvernement, l'Afrique du Sud commémore le 50e anniversaire de la descente de police à la ferme de Rivonia à Johannesburg et l'arrestation des principaux membres fondateurs de la branche armée de l'ANC, créée en 1961 par Nelson Mandela. C'est après ce raid qu'il a été condamné à vie pour sabotage par le régime raciste de l'apartheid en 1964. Journée de manifestation au Chili, des barricades incendiées et des blocages de sites miniers ont marqué jeudi le début d'une journée de nouvelle mobilisation sociale dans le pays. Les manifestants se sont retrouvés à l'appel du principal syndicat du pays. La présidentielle, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé jeudi dans les rues de Santiago du Chili, la capitale. Le principal syndicat du pays avait lancé un appel à la grève générale, soutenu par les étudiants qui réclament depuis plusieurs mois un système éducatif gratuit et de qualité. Les revendications portaient sur une réforme du Code du travail, une augmentation du salaire minimum et un système public de retraite. La fin de la manifestation a été émaillée d'incidents. Et puis une princesse saoudienne est accusée d'esclavagisme aux États-Unis. Elle a été inculpée en Californie pour avoir travaillé pendant 7 jours sur 7 et elle n'a reçu que 120 000 francs en CFA. Il était une fois une princesse qui manquait de noblesse. Mechaël Aleban, l'une des 6 épouses d'un petit-fils du roi d'Arabie Saoudite, a été inculpée d'esclavagisme aux États-Unis. Elle est accusée d'avoir fait travailler une mère de famille kenyane 16 heures par jour, 7 jours sur 7 pour $220 par mois dans son palais saoudien et dans sa résidence californienne. La princesse pourra sortir de prison moyennant une caution de 5 millions de dollars. 4 Philippines découvertes dans son appartement pourraient avoir été elles aussi victimes d'esclavagisme. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.